Vous écoutez Layout, le podcast consacré au métier du web. Bonjour à tous et bienvenue sur Layout, le podcast des métiers du web. Aujourd'hui, nous recevons Alexis, Data Scientist chez Decidy, qui va nous parler de son métier, son parcours et son positionnement au sein du vaste monde du digital. Salut Alexis, première question un peu rapide et simple, comment vas-tu ? Écoute, merci de me recevoir. En plus, je suis le premier invité, donc c'est quand même très particulier. Mais je vais très bien. Et toi? Moi ça va très bien, merci. Alors, on va commencer très simple. Donc, tu es Data Scientist et dis-nous un peu, qu'est-ce que ton métier en fait ? Quel est ton positionnement au sein de l'agence ? Quelles sont tes missions en fait ? Qu'est-ce qu'un Data Scientist dans le monde du web ? Vas-y, raconte-nous. Data scientist, en fait, le métier en soi, c'est une des branches qui est sous le grand nom qu'on dit, c'est l'intelligence artificielle. Mais au final, l'intelligence artificielle, c'est regroupé ensuite enfin, c'est découpé en deux sous-parties, pour le coup. Après, il va y avoir beaucoup de métiers qui vont alimenter le monde de la data, mais pour la data scientist, en soi, c'est les principales missions d'un data scientist. Ça va être de analyser la donnée, de la traiter afin de permettre ensuite d'envoyer ces données vers la création en fait d'un algorithme qui va permettre ensuite la prédiction d'une problématique cliente, qu'elle soit marketing, qu'elle soit d'un point de vue médical. Voilà, concrètement, il y a plein de domaines et c'est ça qui est assez fou dans la data science ou même dans le monde de l'intelligence artificielle, c'est que ça peut s'appliquer à beaucoup de domaines. C'est un peu le métier du futur en soi. On entend parler de data science en fait un peu partout ces derniers temps, ça devient de plus en plus commun dans les films, etc. Tu as parlé de missions, par exemple liées au médical ou autre. Est-ce que tu pourrais nous citer une mission que toi tu fais, par exemple, pour les auditeurs qui ne comprennent pas forcément ce métier? Qu'est-ce qu'une mission type pour toi? Quelles données tu vas récolter et à quoi cela va te servir? Pour donner un exemple, comme projet qu'on peut réaliser, par exemple les voitures autonomes. Bon, c'est pas dans le milieu du médical, mais par exemple les voitures autonomes découlent de l'intelligence artificielle. Donc ça va passer par le traitement de la reconnaissance d'image, à savoir est-ce que on va calculer par exemple la distance par rapport à un trottoir ou calculer la reconnaissance d'une image comme par exemple un panneau stop, et de se dire bon bah ok, si l'algo arrive à prédire que effectivement ça c'est bien un panneau stop, bah du coup la voiture va s'arrêter par exemple. Après d'un point de vue médical, ça peut être par exemple prédire est-ce qu'une personne a le cancer ou pas le cancer, ou par exemple dans le contexte actuel, est-ce qu'une personne a le corona ou pas le corona. Ça peut être ce genre de choses qui peuvent, enfin que l'intelligence artificielle va pouvoir prédire. Alors attention après, chose très importante, c'est que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va aider les entreprises ou les sociétés ou les organismes plutôt, mais c'est pas quelque chose à prendre avec confiance à 100%. Voilà, c'est un outil d'aide. Et tu dirais qu'un data scientist, par exemple, donc toi tu bosses actuellement chez Decidy, un data scientist, quel est son positionnement en fait au sein d'une entreprise? Est-ce qu'il est dans le pôle dev? Est-ce que c'est un dev? Enfin, où est-ce qu'il se situe? Qui a-t-il au-dessus de lui? Qui a-t-il en dessous de lui? Comment est-ce que tu te situes justement? Alors, un data scientist, pour le coup, il fait pas forcément partie du pôle dev. C'est vraiment le pôle data qui va regrouper ensuite d'autres métiers. Mais le pôle data est vraiment détaché du pôle dev. Par contre, les développeurs vont travailler en collaboration avec justement le pôle data, comme par exemple dans l'entreprise dans laquelle je suis, donc Decide.ai. Euh, Vu que c'est une entreprise qui bosse essentiellement sur des problématiques marketing, donc on travaille souvent avec le pôle marketing automation, le pôle analytics, car du coup au final c'est un peu eux aussi qui vont nous soumettre des données de leur pôle pour que nous on les traite et qu'ensuite on puisse leur ressortir par exemple des widgets sous forme de dashboard par exemple, pour aider à de la prise de décision sur plusieurs problématiques. Et du coup, actuellement, donc tu es alternant en tant que data scientist. Quel est le poste qui est plus haut en termes, si tu avais une promotion, qu'est-ce que tu deviendrais au lieu de data scientist? Qu'est-ce qu'il y a de plus haut, de plus complet? Alors en soi, il n'y a pas vraiment de poste très haut en soi, à part être manager. Après, ça va être plus des profils type doctorant, qui vont être plus sur le monde de la recherche. Après, le monde de la recherche, c'est encore un domaine qui est... faut en vouloir, faut aimer ça. C'est un peu
la chose, où faut aimer ce qu'on fait si on veut aller faire un doctorat, par exemple. Donc en soi, il y a pas vraiment de promotion type. Après les promotions, ça va être plus, les certifications qu'on peut passer à travers, les différents services de cloud, par exemple. Bien, viser des grosses entreprises comme, Google, Apple, Uber Eats, et cetera. On a présenté ton métier dans sa globalité. Maintenant, je te propose qu'on revienne un peu en avant. Qu'est-ce qui t'a mené du coup à ce métier de data scientist? Quel est ton parcours post-bac, ton parcours professionnel? Quel stage as-tu fait? Comment est-ce qu'en fait tu en es arrivé là? Alors ça, c'est une bonne question parce que pour le coup, j'avais pas une idée prédéfinie, hein, avant de faire de la data. C'est vrai que, bah, moi de base, je viens, d'un bac, pro, qui était pas du tout orienté informatique, hein. J'étais vraiment plus sur, tout ce qui était, alarme, sécurité incendie et cetera. Ça a été plus mon parcours bac. Après le bac, bah, du coup, j'ai commencé un BTS, dans SEO, donc il y avait 2 options. Une option réseau, c'est l'option que j'avais prise, la première fois, avant de redoubler et de du coup, me m'orienter plus sur le développement parce qu'entre 2, j'ai tenté l'école 42, qui était une superbe expérience et qui m'a vraiment donné envie de faire, dans un premier temps, du développement, avant même de commencer à penser à la data et cetera. Je savais même pas ce que c'était la data à cette époque-là. Donc ça remonte il y a, 3 ans à peu près. Donc ensuite, bah, du coup, j'ai commencé, on va dire la carrière de développeur, type web applicatif, pour ensuite, pourquoi pas me dire: «Ah, l'intelligence artificielle, c'est un métier qui a quand même de l'avenir». C'est quand même assez sexy, de se dire que de par, un gros set de données, on puisse, réaliser des programmes qui vont pouvoir aider les gens et c'est surtout le côté un peu, geek, du sens, le monde de l'intelligence artificielle, c'est des robots et cetera. Au final, quand on travaille dedans, c'est pas vraiment ça, hein. C'est plus, l'analyse de données, de la statistique et cetera. Il faut aimer les maths. Actuellement, donc je sais que tu es à l'école du web éthique à Paris. En termes de cours, par exemple, vu que tu es alternant, tu as quoi? Tu as des maths? Qu'est-ce que tu as comme cours précisément pour faire de la data science? Bah, alors en soi, éthique, on fait, pas forcément enfin, on n'est pas divisé par, option. D'ailleurs, on va pas c'est pas parce que je fais de la data science que je vais pas faire de la data engineering, par exemple. Donc pour, expliquer très vaguement, la data engineering, ça va être la personne qui va s'occuper de créer des connecteurs, par exemple, je vais prendre un connecteur, de d'un site web, donc tout ce qui va être, une personne vient sur un site, il a fait telle session, il a vu telle page et cetera, il est resté tant de temps sur une page. Enfin, toutes ces ce type de données, bah, le data engineer, il va, s'occuper de créer un connecteur qui va aller récupérer ces données-là pour me les apporter et ensuite moi, je vais les traiter. Donc en soi, on fait un peu de tout. On n'est pas vraiment centré que sur une option. Effectivement, donc on a des maths, on a donc toute la partie data engineering et bien évidemment la partie data visualisation qui reste quand même le plus important pour un client. Parce que tout ce qui va être algorithmie, mathématiques, comment la donnée elle vient et cetera, elle transite, ça il s'en fout un peu, c'est vraiment le résultat qu'il veut voir. Donc il faut quand même aussi avoir petite patte artistique, je dirais, même si, le code, ça reste un art quand même. On va passer sur je vais te passer sur une nouvelle question. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ton métier? Qu'est-ce qui fait que tu es heureux et content chaque jour d'être data scientist? Bah, déjà le salaire, je pense, les futurs salaires. Non, je rigole. Non, mais en soi, après c'est normal que ça suive, hein. C'est un métier qui est assez nouveau, hein, même si ça fait pas mal d'années que ça existe, hein. Mine de rien, ça fait depuis même les années 40 déjà, ils commençaient à faire, ce qu'on appelait du machine learning, enfin ce qu'on appelle du machine learning plutôt. Mais en soi, qu'est-ce qui me fait le plus, ce qui me rend le plus fier tous les jours? Bah, en fait, c'est un peu les challenges qu'on peut relever en fait, sur les différentes missions, qu'elles soient clientes ou même sur notre propre produit. Mais en vrai, j'ai pas vraiment de choses qui me rendent super fier, c'est vraiment plus est-ce que j'aime toujours mon métier? Mais si je dois vraiment répondre à la question, ce serait éventuellement, le fait qu'on puisse travailler sur n'importe quel type de sujet ou n'importe quel type d'industrie, ça c'est quand même top parce qu'en soi, du jour au lendemain, on peut très bien travailler dans la pharmaceutique, puis, en avoir pendant pas mal d'années et ensuite, se dire: «Ah j'en ai marre» et puis hop, je vais partir plus sur de l'intelligence artificielle type jeux vidéo, et cetera. Donc je pense que c'est ça qui est quand même cool, c'est d'avoir des échappatoires, et qu'on peut un peu en avoir marre, quoi. Justement, à contrario, s'il y avait quelque chose à changer justement dans ton... tu n'as pas, on rappelle encore une fois, tu es alternant, tu n'as pas une énorme expérience, mais s'il y avait quelque chose à changer malgré tout, qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce que tu aimerais faire en plus ou qu'est-ce que tu aimerais changer?
Alors là, ça pour le côté, vu que l'intelligence artificielle n'est pas trop connue du monde, enfin des utilisateurs en soi. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui se disent: «Ouais, mais c'est quelque chose de farfelu, moi j'en utiliserai jamais, ça fait peur» et cetera. Mais en fait, sans s'en rendre compte, déjà, ils en utilisent depuis, très longtemps à travers les réseaux sociaux, à travers même leur téléphone, hein. Quand, maintenant avec les téléphones, on peut rechercher, dans sa banque de photos, je sais pas, une voiture et si on avait pris des photos de voiture, le téléphone a enregistré, que c'était quoi une voiture, par exemple. Ou même, à travers Facebook, hein, on tag une photo, enfin on met une photo et on tag un de ses amis et tout de suite on voit qu'il a repéré que cette personne, c'était exactement la personne que j'allais taguer. Ah, c'est normal parce que Facebook s'est enrichi. Donc ça serait peut-être plus, la mentalité et former les gens à ce que c'est l'intelligence artificielle, avec bien évidemment les dangers et les choses positives. Écoute, je te propose qu'on, pour l'instant, on arrête un peu de parler de ton expérience et on passe à une catégorie qui s'appelle Focus. Donc le principe est très simple. On prend une actualité récente du web et on va en discuter. L'actualité que tu connais et que je t'ai déjà envoyée, c'est Burger King, Crédit Agricole et Monoprix mis sur l'IA pour la formation interne. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ces entreprises qui commencent à se tourner vers l'IA et surtout pour la formation interne? Donc, je résume très rapidement l'article. L'article explique que justement Burger King, Crédit Agricole et Monoprix se servent de l'IA pour donner les formations les plus adéquates à leurs nouveaux arrivants en se basant sur leur expérience déjà acquise afin d'être le plus efficace possible. Toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors, en soi, ça, c'est un très bon point étant donné qu'ils gagnent du temps, que ça soit, économiquement et en même temps le temps général. Comme ça, comme, comment dire? Les personnes qui vont venir travailler chez eux, qui vont intégrer le processus de formation, comme par exemple, le Crédit Agricole, ils vont pas perdre du temps, sur, une notion qu'ils connaissent déjà, soit par leurs études, soit parce qu'ils étaient dans une autre banque et au final, ils ont déjà acquis des nouvelles connaissances. Donc ça sort un peu du processus RH. Alors je dis pas que ça va remplacer le métier d'RH, mais ça permet au moins de classifier les gens et de se dire: «OK, cette personne, elle peut être opérationnelle dans tant de temps, de par, les réponses qu'il a pu donner à des tests techniques et cetera». L'intelligence artificielle va pouvoir détecter que, OK, cette personne, je la classifie dans tel, degré d'avancement du processus de formation que les différentes entreprises ont créé et ça va permettre d'avancer plus rapidement. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui peut faire gagner du temps et c'est surtout, le processus RH va être beaucoup plus pertinent que juste, OK, je suis une RH, ou un RH et je ne connais pas trop le métier. Là, au moins, l'intelligence artificielle va se nourrir, en fait, du passé, d'un gros set de données, du fait que telle personne a, répondu, telle réponse au questionnaire. Du coup, ça va l'enrichir au fur et à mesure et de plus en plus de candidats. Ton point de vue est un peu celui d'une personne qui aime beaucoup l'intelligence artificielle, mais est-ce que cela ne va pas est-ce que l'intelligence artificielle va pas être mise en avant et malheureusement à cause de ça on va perdre justement les relations humaines puisqu'une formation c'est cool d'avoir des relations humaines, d'avoir de l'expérience et le fait que ce soit fait et choisi par une intelligence artificielle, est-ce qu'on va pas perdre un peu l'humain au fur et à mesure dans les 10 prochaines années par exemple? Alors en soi, je dirais que non, parce qu'au final, l'humain reste toujours le maître, qui aura le dernier mot, peu importe, on n'est pas arrivé à l'ère, de l'intelligence artificielle, qui va recréer une, 2 intelligence, super intelligence artificielle, je dirais même. Donc en soi, il y aura toujours l'humain qui pourra dire: «Oui, effectivement, par rapport aux résultats», parce que comme je le rappelle, l'intelligence artificielle, en général, ça aide à prendre des décisions. Ça va pas changer tout le processus RH en soi. Mais du coup aussi, tu vois, ça me fait rebondir sur ce que tu as dit au début. La data science et le fait de faire des intelligences artificielles permet de ressortir des chiffres et d'exploiter ces chiffres, etc. Mais du coup, est-ce que le monde de l'entreprise dans les 10 prochaines années, ça va pas juste être d'analyser des chiffres, de sortir des chiffres sans regarder justement ce qui se passe à côté, sans regarder la réalité, mais juste de passer à travers ces chiffres? Est-ce que c'est pas un certain danger? Alors ça peut être un risque, si les entreprises tombent dans ce piège de pas mesurer, les chiffres que l'algo, enfin que le modèle de prédiction a donné. C'est comme la météo, aujourd'hui, c'est de l'intelligence artificielle, hein. Il se base sur des données, de plusieurs années et c'est pas pour autant que parfois elle se trompe. Mais du coup, effectivement, ça peut être un problème parce que la météo aujourd'hui, ils peuvent prédire certaines choses. Ils vont annoncer aux gens: «Voilà, demain il fait beau», alors qu'en fait il pleut. Ah ça, c'est un peu les risques, mais au fur et à mesure qu'on avance dans le temps,
l'algo s'enrichit et du coup, l'algo donne de meilleures précisions. Après, encore une fois, hein, là, je pense qu'on va encore, enfin, ça va être un peu la même réponse, mais pour moi, tant que l'humain reste maître de la décision finale et ne se base pas que sur les chiffres que la prédiction a donnés, à savoir cette personne, ok, elle a 80% de ma formation qui est acquise, et il reste 20%, je vais écouter l'intelligence artificielle et me dire, vas-y, je lui fais que 20%, alors qu'en final, il a peut-être des notions qu'il n'a pas vues et que l'intelligence artificielle est peut-être passée à côté d'une précision par rapport à ces différentes réponses. Donc en soi, oui, ça peut être un danger, effectivement. Et ça enlève la part d'erreur humaine qu'il y a dans chaque truc, en fait. C'est ça. L'intelligence artificielle permet d'être plus précis aussi. Mais est-ce que tu trouves pas, là c'est une question que par rapport aux actualités que je lis, est-ce que tu trouves pas que trop de personnes en fait se servent de la data science et les entreprises font un peu ça comme une mode. Il nous faut absolument de la data science, il nous faut des chiffres et des fois ils font des chiffres, ils payent des gens pour le faire et c'est pas forcément pertinent. Et je dis pas ça pour dégrader ton métier, loin de là. Mais tu vois, ils font pléthore de chiffres, ils ont des kilomètres d'Excel de chiffres qui leur servent pas vraiment. Est-ce que la data science ces derniers temps, je trouve que comme l'IA, hein, c'est un peu une mode en vrai. Alors en soi, ça, effectivement, il y a de plus en plus de demandes de missions data. Mais après, pour le coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui veulent faire de la data, mais qui n'ont pas forcément les données nécessaires pour, dans un cas. Alors, il y a beaucoup d'entreprises aussi qui les ont, mais dans le cas où ils ne les ont pas, bah, parfois, il y a aussi, c'est un peu notre métier de, voilà, de poser les choses, de donner les bases, de dire, OK, c'est quoi votre problématique, qu'est-ce que vous voulez faire, et de quadriller un peu la finalité du projet. On va revenir, avant de conclure ce podcast, on va revenir un peu sur le fait que tu bosses en tant que data scientist actuellement. Si ça intéresse des personnes, qu'est-ce qu'il faut comme matériel, qu'est-ce que tu utilises comme logiciel et qu'est-ce que tu utilises tout simplement comme langage de code, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que tu utilises, quels sont les prérequis, en fait, tout simplement. Alors, en soi, les prérequis, alors déjà, le langage de programmation le plus utilisé, en tant que data scientist, ça va être le Python, le R. Alors le R un peu moins, mais principalement le Python. On retrouvera beaucoup de projets écrits en Python. Après, il va y avoir les différents clouds, donc l'endroit pour stocker nos données et pour avoir accès à des serveurs qui vont justement nous permettre de rendre accessible et d'avoir des traitements de calcul, parce qu'au final, la data le plus compliqué, c'est le traitement de calcul. Donc ça coûte de l'argent. Donc ça va être voilà, comme Google Cloud, AWS chez Amazon ou Google Azure, enfin pas Google Azure, Microsoft Azure, du coup chez Microsoft. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Il faut un ordinateur avec pas forcément une bonne carte graphique, parce que tout est directement calculé dans le cloud, donc ça c'est l'avantage, et on peut travailler de où on veut. Et puis voilà, en soi, il n'y a pas forcément besoin de plus. Après, c'est des mathématiques. Alors les mathématiques, pour le coup, ça reste une des notions à avoir en data science, surtout en data science. Mais pour le coup, on peut très bien s'en sortir sans les maths. La seule différence, c'est qu'avec les mathématiques, on comprend ce qu'on fait. Sans les maths, on comprend pas forcément, on va pas maîtriser les résultats. On pourra pas expliquer. Dans ta promo ou dans ta classe, certains ont réussi à s'en sortir sans pour autant être des experts en mathématiques. Exactement, exactement. Ouais. Parce qu'après, il faut quand même un petit côté dev qui est quand même le plus important. Mais c'est vrai que les mathématiques, pour expliquer les prédictions, c'est quand même sympathique. Et puis même pour améliorer certains modèles qui ont déjà été écrits et optimisés. Ouais, ça permet de mieux comprendre, quoi. C'est ça, exactement. Pour faire simple, c'est ça. Je te propose de finir sur une note un tout petit peu plus calme. Est-ce que tu aurais une chaîne YouTube, Twitch, une série ou un film à nous recommander que tu as vu récemment pas forcément en rapport avec le monde du web, pas forcément en rapport avec ton métier, juste comme ça, une petite recommandation à partager avec nos auditeurs. Dis-nous tout. Bah, je pense notamment, bah, pour ce qui est chaîne YouTube, Twitch, bah, par rapport en liaison avec mon métier, il y aurait la chaîne de Machine Learnia, qui est une chaîne, pour le coup, qui est très bien pour débuter, justement la data science. C'est une chaîne française, d'un jeune data scientist, qui travaille à Londres, qui a décidé, de transmettre sa connaissance, à travers plusieurs vidéos, donc c'est très, très, très complet et moi je trouve que c'est un très bon point pour voir ce que c'est l'intelligence artificielle d'un point de vue général et qu'est-ce que c'est le machine learning en soi, donc le métier de la data science. Après en termes de séries ou films, ah, bonne question. Bah, en film lié à ma profession, il y aurait éventuellement le film, alors attention mon accent anglais, hein, ça serait Her. Et en série, bah écoutez, là je n'en ai pas, je regarde pas spécialement beaucoup de séries. Donc là, j'en ai pas en tête. Ah bah si tu en as pas, c'est pas grave, hein. OK, je pensais qu'il fallait absolument répondre.
Ah non, non, bien sûr que non, c'est des recommandations comme ça, tranquillement. Eh bien écoute Alexis, merci beaucoup. Merci d'avoir été le premier invité de Layout, le podcast des métiers du web. Merci pour ton expérience et ta disponibilité. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter à propos de la data science ou quoi que ce soit, ou à propos de ton expérience? Ça serait pas forcément un conseil, envers mon métier directement, c'est plus d'un point de vue général. En soi, il faut juste trouver un domaine dans lequel, on s'épanouit le plus afin de pouvoir, vraiment réussir, dans son domaine et pouvoir, ne pas se lever le matin et aller dans un boulot où, on tire un peu la tronche, on va pas aimer forcément ce qu'on fait. Donc ça, c'est vraiment le conseil dans lequel, enfin le conseil que je pourrais donner à n'importe qui. Il y en a qui sont faits pour les études, d'autres qui sont pas faits pour les études, voilà. Faut pas se stresser pour ça. Eh ben merci beaucoup et puis merci à tous d'avoir suivi ce premier numéro de Layout. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Bye!